Bonjour, bienvenue à ce webinaire d'Enoa. Donc, c'est le premier webinaire de l'année. Est-ce qu'on peut encore vous souhaiter nos vœux? Je ne sais pas, je vais quand même le faire, hein. Donc, une excellente année à vous tous, avec plein de beaux projets autour de la multimodalité et avec des parcours sécurisés, comme on dit. Donc, j'espère que vous vous entendez bien. Eh ben, il y a des petits pouces qui se lèvent, c'est super. Et je vois Oui, beaucoup d'adhérents. Merci les adhérents pour votre soutien, c'est important pour nous. Oh, des cœurs. Ah, c'est bien ce début d'année. Alors, je vous propose de commencer, puis les gens vont rentrer au fur et à mesure dans la salle. Donc, permettez-moi de vous présenter déjà les deux personnes qui sont à mes côtés aujourd'hui. Nous avons donc Justine Milliez, qui est avocate à Liqueur France. Merci beaucoup, Justine, d'avoir accepté notre invitation et qui nous fera ce point juridique de rentrée. Et Thérèse Grandvoinet, qui bonjour. voilà, travaille pour Enoa, qui est du coup ma collaboratrice à Enoa, et qui effectivement prendra vos questions dans le chat et qui pourra effectivement un peu les rassembler et les poser à Justine à la fin de son intervention. Alors tout d'abord, donc ce webinaire de rentrée, euh, on le sait comme chaque année, cette période est toujours assez dense hein, sur le plan réglementaire avec plusieurs textes structurants qui entrent en vigueur et tandis que d'autres, comme le projet de loi de finances, ne sont pas encore entièrement adopté, mais nous vous proposons donc quand même une lecture hein, à l'instant T, donc qui peut être évolutive au fur et à mesure des décrets et puis de la partie de vote sur les recettes du projet de loi de finances qui pourrait encore évoluer. Pour ce décryptage, donc, merci beaucoup, Justine, de venir nous donner un peu les principales mesures qui sont à retenir à l'heure actuelle en janvier 2026. Donc, on vous parlera de trois grands axes. Donc, d'une part, euh, la grande nouveauté pour 2026, c'est la refonte des mobilités professionnelles avec la nouvelle période de reconversion qui est entré en vigueur au 1er janvier et qui apporte quand même beaucoup de nouveautés au secteur, hein, puisqu'il y aura forcément euh, une mise en place complètement nouvelle à réfléchir. Et puis, il reste encore un certain nombre d'incertitudes opérationnelles hein, quant à ce dispositif. Justine vous en parlera. Deuxième partie, ce sera sur les évolutions aussi du CPF en 2026, donc avec une augmentation certes minimale, mais du reste à charge, et puis le resserrement du périmètre des formations éligibles. On en a encore parlé ce matin. Troisième partie, la VAE. Et oui, la VAE, avec quand même des décrets de l'été 2025 et puis des conditions d'éligibilité qui ont évolué. Et on fera un dernier point qui sera sur le contrôle qualité avec effectivement trois grands axes, Calliope, et on vous reparlera de Calliope puisque on peut annoncer dorénavant que la révision du référentiel national qualité est entrée dans sa phase finale avec plusieurs évolutions qui sont envisagées, hein. L'ajout d'un nouvel indicateur spécifique à l'apprentissage et des modalités d'audit revue. Mais tout ça, on ne vous en parlera pas aujourd'hui parce que voilà, on n'aura pas beaucoup de temps et on reviendra sur ce point dans un autre webinaire. Mais Justine fera un point effectivement sur le contrôle qualité côté OPCO et côté caisse des dépôts. Donc, on vous a mis également notre guide des formations multimodales, ça, pour s'adresser plus spécifiquement à nos adhérents, puisque c'est un guide qui a été revu et mis à jour avec les dernières dispositions
et qui fournit véritablement un cadre de référence très utile pour assurer la traçabilité des parcours, sécuriser les relations avec les financeurs. Et on le sait aujourd'hui, le contrôle et la régulation sont à l'œuvre, donc ce guide a toute son utilité. Pour ceux qui ne sont pas adhérents, vous pourrez quand même en télécharger un 4 pages sur le site. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. On le mettra à votre disposition avec la présentation de Justine sur le site et on prendra, on se garde un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure en fonction pour prendre vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour ce faire. Tout de suite, je te donne la parole, Justine. Alors, merci beaucoup Aurélia, ravie de vous présenter ce webinaire d'actualité pour ce début de rentrée. Donc effectivement, comme elle vous l'a présenté, nous allons voir la période de reconversion professionnelle dans un premier temps, les quelques actualités relatives au compte personnel de formation. Un petit point quand même sur la VAE, même si à date, il n'y a pas de grosses réformes envisagées. Et enfin, voilà, comme elle vous l'a dit, un petit rappel des différents contrôles qualité auxquels peuvent être soumis les organismes de formation et les centres de formation d'apprentis plus particulièrement. Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite avec la période de reconversion professionnelle. Donc, effectivement, qui s'inscrit dans le cadre de la refonte des mobilités professionnelles, puisque ce dispositif, il a été créé par la loi du 24 octobre 2025, qui reprend quasiment à l'identique des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés. Donc, la loi prévoit effectivement une mise en place au 1er janvier 2026, mais il faut savoir que nous sommes encore en attente de plusieurs décrets d'application, notamment quant au financement de cette période de reconversion par les opérateurs de compétences. On y reviendra juste après parce que c'est en effet le principal financeur de cette période de reconversion. Il y a aussi nécessité de mettre en place un dialogue, que ce soit au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau des branches, voilà, sur comment va se mettre en place cette période de reconversion et sous quels critères. On est également en attente au niveau des opérateurs de compétences sur les critères de prise en charge au niveau des conseils d'administration de cette période de reconversion. Donc voilà, sachez qu'effectivement, même si le dispositif est entré en vigueur au 1er janvier 2026, il n'est actuellement pas applicable à ce jour, puisqu'en attente de différentes mesures. Un petit point aussi sur le budget de la formation au niveau de France Compétences. Il y a le budget prévisionnel initial qui a été voté en fin d'année dernière. Et on voit quand même qu'on s'inscrit dans un contexte assez tendu au niveau budgétaire, puisqu'on voit quand même que les dispositifs de formation en alternance voient leur budget considérablement diminué, de quasiment moins 8%, alors qu'on sait que ce sont des dispositifs qui sont quand même relativement assez mobilisés. Et puis, on voit aussi le compte personnel de formation qui voit son budget diminuer de moins 33%. Ça s'inscrit dans la volonté de l'État de restreindre le financement du CPF et ça s'inscrit aussi au niveau des mesures qui sont prises dans le cadre du projet de loi de finances. J'aurai l'occasion de vous en parler de façon très, très sommaire puisque évidemment la loi n'a pas encore été adoptée et potentiellement les mesures qui sont pour l'instant inscrites dans le projet de loi auront vocation à évoluer. Mais voilà, je vous ferai un petit panorama. On voit également que la France Compétences est dotée d'une nouvelle section spécifique à la période de reconversion avec un budget prévu de 68 millions d'euros. Donc, elle n'est pas du tout inscrite dans la section relative au financement de l'alternance, mais bien dans une section propre spécifique à la période de reconversion. Alors, au niveau financement, les projets de décret qui sont publiés, enfin, qui ont été rédigés, mais évidemment qui sont encore à l'état de projet, prévoient un coût moyen de 5 000 € par projet de période de reconversion.
ce qui fait environ 13 600 dossiers pris en charge, qui pourraient être pris en charge en 2026. Donc, on se demande effectivement si finalement c'est un nombre assez élevé ou peu élevé, dans la mesure où à ce stade, cette période, comme je vous le disais juste avant, ne peut pas encore être appliquée en l'état en raison de l'absence de décret d'application au regard des modalités de financement de cette période de reconversion-là. Voilà. Mais sachez qu'effectivement, un budget de 68 millions d'euros est prévu, ce qui fait en moyenne 13 600 dossiers, puisque le coût serait de 9,15 €. Voilà, le montant classique, quand on pense notamment au contrat de professionnalisation, voilà, ce serait un montant de 9,15 €. Mais voilà, à voir si les projets de décret ont vocation à évoluer ou pas. On le saura quand même très prochainement. Alors, la période de reconversion, je vous le disais, créée par la loi du 24 octobre dernier, elle a pour objet de se substituer à la promotion à la reconversion par alternance et au dispositif Transco. Donc voilà, ces deux dispositifs-là sont supprimés. Évidemment, ceux qui étaient engagés avant le 31 décembre 2025 ont bien vocation à s'appliquer et à continuer jusqu'à la fin. Mais en tout cas, au 1er janvier 2026, il n'y a plus possibilité de mobiliser ces dispositifs-là. Alors, la période de reconversion, même si elle se substitue à ces dispositifs-là, elle a quand même un champ d'application beaucoup plus large, puisqu'elle est ouverte à l'ensemble des salariés qui souhaiteraient bénéficier d'une mobilité professionnelle. Le dispositif tel qu'il est prévu aujourd'hui prévoit une mobilité professionnelle interne à l'entreprise ou bien externe, donc dans une autre entreprise qui serait une entreprise d'accueil. Et dans ce cadre-là, effectivement, la loi prévoit un dispositif d'application un petit peu différent. Il faut savoir que tous les salariés pourront bénéficier du conseil en évolution professionnelle, un service gratuit qui permet justement d'être accompagné dans son projet, de vérifier qu'effectivement la mobilité qui est envisagée va bien répondre au projet professionnel envisagé par le salarié. Donc, l'objet de la période de reconversion, ça va être toute certification, tout ou partie d'un bloc ou de plusieurs blocs de compétences qui sont inscrites au RNCP et pas au RS, voilà, uniquement au RNCP. Vont être également visés les certificats de qualification de branche ou interbranche, mais également le certificat CLEA, le socle de connaissances et de compétences qui voit des dispositions un peu spécifiques, puisque notamment pour cette certification, il n'y a aucune obligation en termes de durée des actions de formation. Alors, la loi, elle prévoit quand même un certain nombre d'heures qui devront être réalisées dans le cadre d'actions de formation, puisqu'effectivement, ces actions de formation devront avoir une durée comprise entre 150 et 450 heures sur une période de 12 mois. Mais les branches pourront et les entreprises pourront modifier cette limite de durée et l'augmenter jusqu'à 2100 heures de formation sur une période de 36 mois maximum. Donc ça nécessite effectivement un dialogue au niveau de l'entreprise ou au niveau de la branche pour justement modifier cette restriction, entre guillemets, en termes de durée. Alors, le financement, normalement, il sera réalisé par l'opérateur de compétences compétent qui aura vocation à prendre en charge les coûts pédagogiques. Voilà. On y reviendra juste après sur la prise en charge justement des frais annexes et potentiellement de la rémunération du salarié. Et comme je vous le disais, effectivement, possibilité pour l'entreprise ou les branches de venir modifier la durée des actions de formation. Ils pourront également viser des certifications ou des salariés prioritaires pour mobiliser ce dispositif-là. Voilà. Et prévoir du coup un financement effectivement par le co des frais annexes et de la rémunération du salarié. Alors, la période de reconversion, je vous le disais, elle peut être soit interne à l'entreprise, soit externe au sein d'une entreprise d'accueil. Et en fonction, les modalités de mise en œuvre sont un peu différentes. Dans le cadre de la reconversion dite interne à l'entreprise, les modalités d'organisation de la période, avec notamment sa durée, font l'objet d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié.
Pendant cette période-là de reconversion dite interne, le contrat de travail du salarié est maintenu et sa rémunération également, sans aucune modification. Donc, période finalement assez simple à mettre en œuvre en termes de formalité. Pour la période de reconversion externe, c'est un petit peu différent puisqu'en fait, sa mise en œuvre va nécessiter la conclusion d'un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ce qu'on appelle aujourd'hui la GEPPMM, gestion des emplois, des parcours professionnels et sur la mixité des métiers. Voilà. Ou d'un accord portant rupture conventionnelle collective. Donc, ça nécessite encore un dialogue au niveau de l'entreprise ou de la branche pour justement décrire les modalités de mise en œuvre de cette période de reconversion externe. Donc, pendant cette reconversion-là, le contrat de travail au sein de l'entreprise d'origine va être suspendu et le salarié va devoir conclure au sein de l'entreprise d'accueil soit un CDI de droit commun, soit un CDD qui aura une durée d'au moins 6 mois. Voilà. Plusieurs possibilités à l'issue. Soit le salarié décide de revenir dans son entreprise d'accueil, soit au sein du même poste, soit au sein d'un poste équivalent et avec une rémunération au moins équivalente à celle qu'il avait avant de partir en période de reconversion. Voilà. Ou alors, il va décider finalement de changer d'emploi et de rester dans l'entreprise d'accueil. Et dans ces cas-là, le contrat initial, le contrat de travail qui était suspendu sera rompu en fonction de la durée. Si c'était un CDD, ce sera d'un commun accord. Et si c'était un CDI, ce sera selon une rupture conventionnelle. Voilà. Il y a également possibilité pour salariés de retourner dans aucune de ces entreprises, ni celle d'origine, ni celle d'accueil. Et dans ces cas-là, ce sera les modes de rupture du contrat de travail de droit commun qui auront vocation à s'appliquer. Alors, je vous le disais, en période de reconversion externe, ça nécessite de mobiliser un dialogue au niveau des branches et des entreprises. Avec certaines spécificités pour les entreprises de 50 à moins de 300 salariés qui sont pourvues d'un délégué syndical et qui ont au moins 10% de l'effectif sur 12 mois qui aurait vocation à bénéficier d'une période de reconversion externe. Il y a dans ces entreprises-là une obligation de négociation et à défaut, prise de décision unilatérale de la part de l'employeur pour décrypter en fait les modalités de mise en place de cette période de reconversion. Voilà. Pour les autres entreprises, donc celles qui ont 300 salariés et plus, il y a obligation de négociation. Et pour les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 à moins de 300 qui n'ont pas de délégué syndical, il peut y avoir une prise de décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité social et économique. Donc, ça demande quand même un peu plus de moyens de mettre en place cette période de reconversion externe. Et c'est pour ça qu'effectivement, la mise en place de façon générale de cette période de reconversion ne peut pas être au 1er janvier 2026. Voilà, il va falloir un petit temps d'adaptation et de prise en main de ce dispositif au niveau des entreprises et des branches. Donc, l'idée aussi de cette négociation, c'est de venir définir les modalités de cette période. Donc, ça peut comprendre notamment la prise en charge de l'écart éventuel de rémunération, voilà, dont le contrat pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu. Ça peut être aussi les conditions de mobilisation du compte personnel de formation, puisqu'on pourra mobiliser le CPF pour financer les frais pédagogiques, évidemment avec l'accord du salarié. Et ça peut être également le moyen de définir les conditions dans lesquelles la durée des périodes de reconversion pourra être augmentée au-delà de 12 mois et de 450 heures, dans la limite de 2100 heures et de 36 mois, comme je vous le disais précédemment. Au niveau des modalités de financement, alors, on est encore en attente des décrets d'application. Le principe quand même serait que ce soit les opérateurs de compétences qui vont prendre en charge au titre de la section financière dédiée de 68 millions d'euros au niveau de France Compétences, les frais pédagogiques, voilà, selon des niveaux de prise en charge fixés par les branches. Il y aura aussi possibilité pour les OPCO au niveau de leur conseil d'administration de venir fixer des critères
sur proposition des branches, qui pourront reprendre des conditions, par exemple, d'ancienneté, d'âge des salariés, de forte mutation de l'activité exercée, etc., pour justement plafonner en fait le financement. Voilà. Et ça pourrait être aussi du coup l'occasion, sous réserve d'un accord collectif, de financer les frais annexes et la rémunération des salariés. Le CSE devra également être consulté dans le cadre de la politique sociale de l'entreprise, et les périodes de reconversion qui sont mises en œuvre devront être remontées au niveau du CSE. Donc voilà, une petite obligation supplémentaire à ce niveau-là lorsque le comité social et économique est consulté. Donc voilà pour la période de reconversion. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, mise en place au 1er janvier, des décrets devraient quand même paraître sous peu, puisqu'ils ont déjà été rédigés, qui viendront préciser justement les modalités de financement et nécessiter aussi du coup au niveau des entreprises et des branches de prendre en main ce dispositif et de venir prévoir les conditions de la mise en place pour notamment la période de reconversion externe. Alors, le compte personnel de formation, quelques petites actualités fin décembre, début janvier 2026. Il faut savoir que la participation financière obligatoire des titulaires a été revalorisée au 1er janvier 2026 par un arrêté. Il faut savoir que la revalorisation est basée sur l'inflation. Et initialement, donc de 100 € en 2024, on est passé à 102,23 € en 2025. Et aujourd'hui, la participation obligatoire, elle est de 103,20 €. Donc désormais, vous le savez, tous les titulaires qui souhaitent mobiliser leur compte personnel de formation doivent, pour chaque formation à laquelle ils s'inscrivent, participer à hauteur de 103,20 €, sans pouvoir mobiliser les droits acquis au sein de leur compte personnel de formation. Certains publics demeurent exonérés. On retrouve les demandeurs d'emploi, les titulaires qui bénéficient d'un abondement de la part de leur employeur, ceux qui vont mobiliser le C2P, le compte professionnel de prévention, ou encore ceux qui vont bénéficier d'un abondement au titre de l'accident du travail ou maladie professionnelle. Donc, pour ces publics-là, la participation financière de 103,20 € ne sera pas due pour chaque inscription à une formation dans le cadre de la mobilisation de leur compte personnel de formation. Il y a eu un décret qui a été paru en avril dernier et qui vient prévoir les modalités d'abondement en droits supplémentaires des financeurs pour compléter les droits acquis au sein du CPF de chacun des titulaires. Alors, ce décret, en fait, il prévoit la possibilité pour les financeurs de venir cibler de façon spécifique les actions pour lesquelles le titulaire du compte pourra mobiliser les droits supplémentaires qui auront été versés par les financeurs. Voilà. Donc, une liste d'actions en fait éligibles et transmise de la part notamment de l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations. Et le titulaire ne pourra s'inscrire qu'à ces actions-là pour pouvoir bénéficier de cet abondement. Il faut savoir aussi que le financeur pourra fixer un certain délai pendant lequel le titulaire pourra bénéficier de cet abondement. À défaut, le financeur peut prévoir un mécanisme de remboursement en cas de non-utilisation dans le délai qui aura été préalablement fixé. Il faut savoir que dans les nouvelles conditions générales de la Caisse des dépôts et consignations qui ont été révisées pour la 14e fois en décembre dernier, la Caisse des dépôts a prévu un délai minimal d'1 an pour pouvoir utiliser cet abondement versé par les financeurs. Voilà. Donc, le délai raisonnable tel qu'il était prévu dans le décret, on peut en déduire qu'il est d'1 an, dans la mesure où effectivement la Caisse des dépôts a bien intégré au sein de ses conditions générales l'obligation de prévoir cette durée minimale-là.
Alors là, c'est un petit aperçu finalement des chiffres clés du CPF au niveau des dotations des financeurs, hein, qui a été paru en février 2025 par la Caisse des dépôts et consignations. On est quand même, voilà, au niveau des employeurs, à quasiment 16 000 employeurs qui ont doté les CPF de leurs salariés d'abondements supplémentaires, 115 000 titulaires qui ont reçu une dotation. Alors, l'idée de ce décret, hein, c'est effectivement que les employeurs utilisent davantage le mécanisme de l'abondement pour venir cibler des formations qui vont pouvoir justement venir renforcer leurs équipes, combler des besoins en compétences. Et c'est effectivement voilà, dans ce cadre-là que le décret a été pris vraiment pour inciter les financeurs à venir abonder le compte personnel de formation des titulaires. C'est également aussi la raison pour laquelle, hein, dès qu'il y a un abondement, la participation obligatoire du candidat n'est plus due. Tout ça est dans un sens effectivement d'incitation au financement. Alors, en décembre dernier, un nouveau décret a modifié l'ordre de mobilisation des sources de financement du compte personnel de formation, puisque dorénavant, il est prévu que seront mobilisés en premier les droits supplémentaires, voilà, qui sont notamment issus d'un accord collectif, sans être en lien avec un projet de formation de manière spécifique. En deuxième lieu, la dotation légale, hein, le crédit d'euro, hein, qui est versé de façon annuelle, hein, en fonction du temps de travail du salarié. Et enfin, les droits complémentaires, hein, notamment les points du compte professionnel de prévention, le C2P, les abondements résultant d'un accord du FAF, les abondements complémentaires au titre du DIF, des élus locaux, etc. À ce stade, on est encore aussi en attente de publication d'arrêtés du ministre chargé de la formation professionnelle, notamment, pour justement venir préciser les conditions de mobilisation et l'ordre de priorité pour chacune des catégories d'abondement. Voilà. Enfin, avant de passer au contrôle qualité, on voulait vous faire un petit point sur la validation des acquis de l'expérience. Même s'il n'y a pas aujourd'hui, voilà, de grosses mesures qui sont prévues pour ce dispositif de formation. Pour rappel, hein, il y a eu création en décembre 2023 de France VAE, un groupement d'intérêt public qui a vocation à venir piloter la plateforme France VAE par laquelle les personnes qui souhaitent entrer dans ce dispositif doivent les personnes doivent s'inscrire sur cette plateforme-là pour pouvoir justement s'inscrire à des certifications qui sont enregistrées sur la plateforme et suivre l'ensemble du parcours de VAE. Alors, il faut savoir qu'effectivement, il y a eu des soucis en termes de budget pour ce dispositif-là. C'est la raison pour laquelle, globalement, en 2024-2025, seules les formations, les certifications qui relevaient du secteur du médico-social étaient référencées sur la plateforme France VAE. Aujourd'hui, il y a une liste qui est publiée par France VAE et au sein de laquelle on trouve quand même davantage de certifications et qui ne relèvent pas de façon spécifique au secteur du médico-social. Donc, effectivement, beaucoup plus de certifications qui sont référencées sur la plateforme. Donc, effectivement, les candidats qui souhaitent mettre en place ce dispositif et pour lesquels la certification est enregistrée doivent passer par la plateforme France VAE. Il y a eu aussi une nouvelle mesure par la création de l'AAP, l'architecte accompagnateur de parcours, pour lequel un arrêté a été ensuite publié pour justement venir préciser son rôle dans la mise en place de ce dispositif de validation des acquis de l'expérience.
Donc le dispositif, je vous le disais, transformé plutôt en fin 2023, courant 2024, avec notamment l'éligibilité des blocs de compétences d'une certification RNCP, le congé VAE qui est passé de 24 heures à 48 heures, voilà, avec possibilité d'allonger la durée par un accord au bénéfice de l'ensemble des salariés. La prise en compte des stages et des périodes de formation initiale ou de formation continue en milieu professionnel qui seront réalisées et qui donc pourront venir alimenter le dossier du candidat pour venir justifier de l'expérience qu'il aura préalablement acquise. Grosse nouveauté aussi, c'est l'absence de durée minimale requise au titre de l'expérience professionnelle. Initialement d'1 an, aujourd'hui, il n'y a plus de durée minimale. Alors évidemment, pour certaines certifications, il pourrait apparaître difficile de justifier d'une expérience de moins d'1 an dans certains domaines très techniques et très spécifiques. Voilà. Donc, même si cette absence de durée minimale n'est plus requise, effectivement, dans certains domaines, plus la durée d'expérience sera longue et effectivement, plus la valorisation de l'expérience sera plus facile à démontrer pour obtenir la certification. Il y a également au niveau de la procédure une réduction des délais de demande de congé de la VAE, et de façon plus générale, une redéfinition de la composition et des modalités de fonctionnement des jurys. Alors, en termes de procédure, tout au long de la procédure de VAE, le candidat peut bénéficier d'un accompagnement via l'architecte accompagnateur de parcours. Ce n'est absolument pas une obligation, voilà. C'est au choix du candidat. Et il peut aussi évidemment mobiliser en amont un conseil en évolution professionnelle pour venir justement préciser son projet et finalement vérifier que la certification qu'il envisage permet bien de répondre à ce projet professionnel-là et d'atteindre ses objectifs. Donc, durant toute la phase préparatoire et la phase de constitution du dossier et de passage devant le jury, l'architecte accompagnateur de parcours peut accompagner le candidat. Il y a un arrêté qui précise de façon très, très spécifique les modalités d'accompagnement sur toute cette procédure-là, qui peut être plus ou moins longue, la phase préparatoire globalement de 2 mois, qui va de l'inscription sur France VAE à la recevabilité du dossier pour pouvoir passer la certification. Et puis ensuite, la constitution du dossier de validation, toujours avec l'accompagnement de l'architecte, qui peut avoir une durée de 3 mois, jusqu'à la présentation et le passage devant le jury d'examen. En moyenne, le jury donnera sa décision dans les 15 jours qui vont suivre le passage de l'examen. Au niveau du financement, les candidats peuvent mobiliser leur compte personnel de formation dans la mesure où effectivement la certification est bien inscrite au sein du CPF et bien répertoriée. Dans ce cadre-là, le candidat devra s'inscrire sur France VAE, mais également sur la plateforme Mon compte formation. C'est aussi le cas de l'architecte accompagnateur de parcours qui doit être inscrit sur la plateforme France VAE, mais également référencé sur la plateforme CPF. Et dans ce cadre-là, effectivement, l'architecte aura vocation à accompagner le candidat dans la mobilisation de ce dispositif de financement. À ce jour, c'est effectivement la seule mobilisation possible en termes financiers. À défaut, effectivement, la VAE devra être prise en charge directement par le candidat. Sachez qu'effectivement, sur la plateforme CPF, tous les coûts peuvent être pris en charge via le CPF. Il y a notamment obligation désormais d'informer le candidat sur le coût du passage de l'examen, le coût d'examen devant le jury. Donc, en fait, le prix affiché doit vraiment intégrer l'ensemble des coûts qui sont liés au passage de la VAE. Et c'est dans ce cadre-là que le CPF pourra venir les financer.
Voilà, comme je vous le disais, effectivement, prise en charge globale via le CPF, seul dispositif de financement à ce jour. Obligation de communiquer aux titulaires du CPF les informations précises sur les frais et modalités de jury avant leur inscription. Si la certification visée est proposée sur France VAE, les architectes accompagnateurs de parcours devront figurer sur la liste officielle, qui est d'ailleurs communiquée par France VAE, et le candidat devra être inscrit sur le portail. Donc, au niveau du CPF, c'est notamment ces mesures-là qui ont été intégrées dans la dernière version des conditions générales, qui ont été modifiées, comme je vous le disais, en décembre dernier. Alors, les contrôles qualité, de façon très synthétique, on l'a vu courant 2025-2024, où effectivement, en plus du contrôle qualité de la certification Calliope, vous avez désormais la Caisse des dépôts, les OPCO et le GIE des 2OF qui rassemblent en fait notamment la totalité des opérateurs de compétences, ont la possibilité de réaliser des contrôles qualité en complément du contrôle qualité lié à la certification Calliope. Donc, il faut bien distinguer l'ensemble, surtout que pour chacun de ces contrôles-là, vous avez des référentiels qui ont été publiés l'année dernière par chacun des financeurs et qui prévoient des indicateurs et des critères propres ne sont pas forcément repris dans les autres référentiels. Et donc, effectivement, là, les organismes de formation, CFA, ont tout intérêt à rester en veille sur ces référentiels-là et à les mettre en œuvre dès lors qu'ils ont pour la Caisse des dépôts des offres de formation qui sont mobilisables via le compte personnel de formation. Et pour les OPCO, dès lors que les organismes de formation, CFA, ont possibilité de faire financer leur formation sur les fonds de l'OPCO, par exemple au titre du plan de développement des compétences ou dans le cadre de l'apprentissage notamment. Alors, plus spécifiquement pour le contrôle qualité des OPCO, donc le référentiel a été publié par le GIE des 2OF. Et dans ce cadre-là, les OPCO vont venir vérifier l'adéquation financière aux besoins de la formation, à l'ingénierie pédagogique et à l'innovation des moyens mobilisés aux tarifs pratiqués. Donc, c'est bien distinct du contrôle de service fait, où lui, il vient vérifier que les formations ont effectivement été réalisées. Les deux ont des objectifs complètement distincts. Et dans ce cadre de ce contrôle-là, les OPCO ont tout à fait la possibilité d'informer le certificateur Calliope, voire les services de l'État des non-conformités qui auraient été observées dans le cadre du contrôle qualité. Et ça peut engendrer de nouveaux contrôles, soit Calliope, soit des services de l'État dans le cadre des contrôles administratifs et financiers. Donc, effectivement, pour ce contrôle qualité-là, je vous invite à aller voir le référentiel du GIE des 2OF, qui est globalement fait de la même manière que le référentiel national qualité pour la certification Calliope, mais voilà, qui reprend des critères qui peuvent se recouper avec le référentiel national qualité, mais également des critères propres. Au niveau de la Caisse des dépôts, c'est aussi un référentiel qui a été publié par la CDC avec 19 critères, 53 indicateurs, avec des indicateurs quand même assez spécifiques, notamment au niveau des prix, puisque dans son référentiel, la Caisse des dépôts prévoit notamment l'interdiction de mettre des prix anormalement bas ou encore des prix qui seraient totalement différents lorsque la formation est financée sur la plateforme CPF ou en dehors de la plateforme. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une adéquation entre les prix pratiqués par l'organisme de formation. Et il y a aussi également des critères qui sont liés de façon plus spécifique à l'authenticité des documents, puisque dans ce cadre-là, les organismes de formation doivent mettre en place des procédures pour s'assurer que les pièces qui vont être communiquées à la Caisse des dépôts dans le cadre de ces contrôles ne sont pas falsifiées. Voilà. Donc ça, c'est des critères très spécifiques qu'on ne retrouve pas, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, dans le référentiel
référentiel national qualité, pardon, de la certification Calliope. Alors, le contrôle de la Caisse des dépôts, il est fait à 2 niveaux, hein, un premier niveau, un deuxième niveau, plus ou moins poussé. Le premier niveau peut engendrer un contrôle de second niveau. Voilà. En termes de sanctions sur le contrôle de qualité de la CDC, c'est davantage des recommandations pédagogiques que des sanctions particulières. Mais effectivement, hein, si jamais la CDC observe des non-conformités majeures, elle a aussi effectivement un droit d'information au niveau des certificateurs ou encore des services de l'État. Donc voilà pour le contrôle qualité. On n'a pas eu à date de rapport. Il devait y avoir un rapport rendu en septembre dernier qui aurait justement apporté de premiers éléments sur les contrôles qui ont été diligentés par la Caisse des dépôts, mais celui-ci n'a pas encore été publié. Voilà, donc on ne sait pas dans quelle mesure, entre guillemets, hein, la Caisse des dépôts a eu la capacité, notamment en termes de moyens humains, de contrôler pléthore d'organismes de formation. Voilà pour les contrôles qualité. Je vois qu'on a encore quelques minutes, simplement pour vous faire un petit point sur le projet de loi de finances par rapport au compte personnel de formation. Il y a certaines mesures qui sont prévues dans le dernier projet de loi, notamment quant à l'aide au permis de conduire des apprentis, qui serait finalement supprimée à compter de l'adoption de la loi. Cette mesure avait été supprimée par amendement et finalement reprise dans le dernier projet du texte. Vous avez aussi, au niveau des formations éligibles, potentiellement un plafonnement des droits mobilisables sur certains dispositifs tels que le bilan de compétences, les certifications qui sont enregistrées au sein du répertoire spécifique et également pour le financement du permis de conduire des véhicules du groupe léger. Voilà, donc ce plafonnement, il serait ensuite repris dans reprécisé en tout cas par un texte réglementaire. Pour les autres dispositifs tels que la VAE ou encore les certifications qui sont enregistrées au RNCP, il n'y a pas de plafonnement à ce jour qui serait pris. Faut savoir quand même que là, les dispositifs qui sont visés sont finalement les dispositifs les plus mobilisés selon les chiffres de la Caisse des dépôts par les titulaires, donc soit les certifications enregistrées au RS, pardon, ou encore le permis de conduire. Voilà, ce sont les formations les plus demandées par les titulaires du CPF. Donc ça aurait vocation effectivement à être plafonné. Et dernière mesure qui serait potentiellement adoptée, ce serait le fait que le CPF ne soit mobilisable pour le financement du permis de conduire des véhicules du groupe léger uniquement pour les demandeurs d'emploi ou en cas de cofinancement par un tiers, notamment l'entreprise. Là, à nouveau, hein, c'est une mesure qui est prise notamment pour éviter que les titulaires du CPF utilisent leurs droits acquis pour obtenir leur permis de conduire sans que ce permis de conduire s'inscrive dans un projet professionnel. Hein. Pour rappel, effectivement, quand vous financez une formation via le CPF, c'est dans le cadre d'un projet professionnel. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle cette mesure, à ce stade, serait potentiellement adoptée. Voilà pour les quelques mesures du projet de loi de finances. Merci. Merci Justine pour ce décryptage de l'actualité. Effectivement, tu nous as parlé effectivement des dernières mesures qui sont effectivement des amendements portés par le gouvernement pour des plafonnements restrictifs hein, concernant le CPF. Donc on le voit bien qu'aujourd'hui, le CPF devient un outil d'ajustement hein, des dépenses de formation. Donc, on va prendre quelques questions. Alors oui, merci beaucoup. Thérèse nous avait fait un lexique, effectivement, puisque Oui. on est quand même dans un domaine voilà, très jargonneux. Donc, vous retrouvez dans la présentation, effectivement, le détail des acronymes. Et puis, effectivement, vous aurez accès à tout ça sur le site.
On va peut-être prendre quelques questions. Moi, j'en avais noté une, et puis je te donnerai aussi la parole, Thérèse, si tu en as vu d'autres. Alors, une question effectivement de précision hein, concernant le CPF, la mobilisation du CPF. Quand on a un abondement France Travail, on rentre dans quelle catégorie de mobilisation du CPF, Justine? Alors, sauf erreur, ce serait plutôt le premier cas. Je vais me remettre dessus. C'est ce que je pensais, Ouais, les je ne l'ai abonnements pas généraux. mis, mais ce serait plutôt le premier cas. En fait, mobilisé en premier finalement. Mm. Je vais remettre en là. Hop, ouais. Ce serait le premier. Après, de toute façon, en fait, vous aurez, enfin, normalement, il y aura un arrêté qui sera pris et qui viendra préciser, par exemple, si je prends la première catégorie, au sein de cette catégorie, vous avez plusieurs types d'abondements. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, l'arrêté va venir préciser, si vous avez plusieurs abondements, lequel sera pris en priorité par rapport aux autres. Voilà. Il y avait aussi la question à laquelle tu as répondu, je pense, hein, sur évidemment les évolutions concernant le plafonnement du CPF hein, dans la prise en charge des bilans de compétences. Oui, plafonnement. Ouais. Par contre, pas sur Cléa. Et sur le Non. permis en fonction et pas sur la VAE, je crois. Alors, c'est ça. Pas sur la VAE. Pour le permis, c'est uniquement pour les véhicules du groupe léger. Mhm. Effectivement, le certificat Cléa n'est pas concerné, hein, et uniquement les certifications qui sont inscrites au répertoire spécifique et pas celles qui relèvent du RNCP. Voilà, pour ce Et qui il y est avait prévu également, actuellement dans le projet de texte. pardon Justine, il y avait également une question sur les formations linguistiques dans ce cadre. Alors, si elles sont inscrites au RNCP, il ne devrait pas y avoir de plafonnement. Voilà. Mais au Ça RS, pas de oui. mesure. Ou au RS, oui, effectivement. D'accord, merci Après, on ne beaucoup. sait On pas dans avait, quelle mesure. Simplement, juste pour préciser, on ne sait pas dans oui, dans quelle mesure le plafonnement serait pris, hein. À ce stade, on n'a absolument aucune information. Là, en fait, l'idée, c'est de poser le principe du plafonnement dans la loi, charge ensuite, après, par les textes réglementaires, de venir préciser hein, de façon plus spécifique le montant de ces plafonnements. merci beaucoup. On a aussi des questions sur le contrôle qualité. En fait, au-delà de Calliope, qui sont les organismes qui peuvent faire des contrôles au-delà justement du contrôle Du qualité contrôle Calliope? qualité. Oui. Alors, vous avez les services de l'État dans le cadre du contrôle administratif et financier. Et dans ce cadre-là, en fait, l'État va venir vérifier notamment que les dépenses que l'organisme de formation a réalisées l'ont été uniquement dans le cadre de l'activité de formation. Je vous prends un exemple. Vous ne pouvez pas utiliser les fonds de la formation professionnelle pour payer des chambres d'hôtel d'un dirigeant d'organisme de formation. Voilà, ça, c'est une dépense qui sera considérée comme extérieure à l'activité et pour lesquelles l'organisme de formation pourrait être redressé et serait donc condamné à rembourser la somme correspondante au trésor public. Voilà. Donc ça, ce serait le cadre effectivement du contrôle administratif et financier. Vous avez le contrôle de service fait, qui est réalisé par les opérateurs de compétences pour venir s'assurer de l'exécution de la formation après l'exécution de celle-ci et qui peut entraîner un blocage du paiement de la formation en question si jamais les pièces que vous fournissez à l'opérateur de compétences ne sont pas jugées satisfaisantes pour justifier de la réalisation de la formation. Il y a aussi la Caisse des dépôts qui peut vérifier dans la même typologie, hein, qui peut vérifier l'exécution de la formation. Après, je crois qu'on a fait Plus, globalement le tour. oui, plus précisément, la question a ajouté une sous-question. Est-ce qu'un Oui. organisme de formation qui ne fait pas de formation certifiante ni de formation d'apprentissage est concerné? Alors, elle peut l'être. En fait, tout dépend. Alors, le contrôle des services de l'État, à partir du moment où vous êtes un organisme de formation, vous pouvez vous faire contrôler.
Après, le contrôle CPF, c'est uniquement si vos formations sont référencées sur la plateforme. Là, de ce que je comprends, ce ne serait peut-être pas le cas. Donc, vous ne seriez pas concerné par le contrôle qualité ni le contrôle de la Caisse des dépôts pour vérifier l'exécution de la formation. Pour les OPCO, si jamais vous avez des formations qui peuvent être financées sur le plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50, vous pouvez bénéficier d'un financement OPCO et dans ce cadre-là, effectivement, l'organisme de formation pourrait être concerné par le contrôle de service fait et par le contrôle qualité. Après, par rapport au contrôle Calliope, c'est uniquement, à nouveau, uniquement si l'organisme de formation a vocation à proposer des formations qui sont finançables sur les fonds publics donc, ou mutualisés, et notamment OPCO et CPF. Très bien. Et après, on avait aussi un petit commentaire qui disait un de nos participants a eu un contrôle. En plus des contrôles dont vous avez parlé, Justine, il y a eu aussi un contrôle sur pièces Transition Pro Île-de-France Ah oui, oui, et de effectivement. septembre à novembre 2025 avec une phase contradictoire pardon, et un Oui. référentiel spécifique. Est-ce que vous pouvez commenter un petit peu? Alors, sur le référentiel, non, j'aurais pas d'éléments, mais effectivement, les AT Pro qui vont financer les projets de transition professionnelle, effectivement, ils peuvent faire des contrôles à l'instar des OPCO parce que c'est considéré comme des fonds mutualisés. Effectivement, c'est un contrôle que je n'avais pas identifié à la base. Donc, c'est effectivement par les associations de transition professionnelle. Mais je ne savais pas qu'ils avaient un référentiel spécifique. Donc, effectivement, si vos organismes de formation prévoient des formations pour lesquelles ce dispositif peut être mobilisé, effectivement, du coup, je vous invite à en prendre connaissance puisque vous pourriez être contrôlé par les AT Pro. Oui, tout à fait. Et une dernière question, est-ce que les fonds mutualisés incluent les FAF ou FAF? Les FAF, les fonds d'assurance en formation, oui, tout à fait. Voilà. Petite